Dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives. France 3 Limousin vous propose un grand débat. Bonsoir à toutes et à tous. En Haute-Vienne, la 3e circonscription sera l'une des plus observées, détenue par le Parti socialiste. Elle est convoitée par les leaders départementaux des Républicains et du Front National. Elle est convoitée également par la candidate de La République En Marche. Situation inédite, elle pourrait jouer les arbitres. De son côté, la France Insoumise espère reproduire le bon score de Jean-Luc Mélenchon sur ce territoire lors de la présidentielle. Projet, personnalité, enjeu, réunis sur ce plateau. Guillaume Guérin, bonsoir. Bonsoir, vous êtes candidat des Républicains, premier adjoint au maire de Limoges et conseiller régional. Vincent Gérard, candidat du Front National, bonjour. Conseiller régional et conseiller municipal à Limoges. Bonsoir. Catherine Bobati, candidate du Parti socialiste. Vous êtes la députée sortante sur cette circonscription. Marie-Ange Magne, bonsoir. Vous êtes candidate de La République En Marche, chargée de mission à la mairie de Saint-Laurent-sur-Gorre. Et puis Pierre-Édouard Piala, bonsoir. Vous êtes le candidat de la France Insoumise. Nous n'avons pas pu réunir tous les candidats pour ce débat. Il y en a 11 au total. On va parler ce soir d'emploi, d'économie, d'infrastructure. Je précise qu'un mouvement social est en cours actuellement à France 3 Limousin pour réclamer une autre couverture éditoriale de ces élections législatives et notamment une soirée électorale complète comme ce fut le cas en 2012 sur cette antenne. Cette émission est donc réalisée par des personnels non grévistes. Avant le débat, je vous propose de découvrir la carte de cette circonscription qui se trouve au nord de la Haute-Vienne, qui va de Saint-Sulpice-les-Feuilles à Mézières-sur-Issoire, qui englobe une partie de la ville de Limoges, une circonscription où vivent 118 000 habitants, dont 83 000 électeurs appelés aux urnes. Marie-Ange Magne, pour La République En Marche, je me tourne vers vous. Vous êtes celle qu'on connaît le moins, chargée de mission à la mairie de Saint-Laurent-sur-Gorre, je l'ai dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager et surtout sur quel projet ? Alors moi, je me suis déjà engagée en politique. J'ai été sur la liste d'Alain Rodet, j'étais au PRG auparavant. Et c'est vrai que j'avais été assez... j'étais en position non éligible, je tiens à le préciser. J'ai été assez, déçue du fonctionnement des partis traditionnels, que j'ai trouvé trop dans l'attentisme, réfractaire aussi au renouvellement. Moi, ce qui m'a donné envie de m'engager pour Emmanuel Macron, c'est justement ce projet de renouvellement et ce nouveau souffle qu'il proposait pour la démocratie française. Je pense que c'est aussi le soutien qu'il a de nos concitoyens. Renouvellement, féminisation, vous incarnez la candidate parfaite d'En Marche ? La candidate parfaite, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai un profil qui correspond à ce qu'il veut mettre en valeur. C'est vrai que moi, j'ai répondu à son appel. Il avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il demandait aux femmes de s'investir en politique. Et je me suis retrouvée dans le discours qu'il portait, qui était ces femmes qui s'auto-censurent, qui préfèrent privilégier leur vie familiale et leur vie professionnelle plutôt que s'engager en politique. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être mon moment politique. Et c'est ça qui m'a donné envie de candidater. Je vais me tourner vers l'autre femme sur ce plateau. Catherine Bobati, vous incarnez ici l'expérience. Vous sentez-vous menacée justement par cette vague du renouvellement et quelle est votre position concernant la majorité présidentielle ? Alors, je ne me sens pas menacée et je pense que le renouvellement en politique, il est nécessaire. En 2012, j'ai fait partie de ce renouvellement en Haute-Vienne et de la parité, parce que c'était là aussi, à chaque élection, nous revenons sur les mêmes thèmes, le rajeunissement, la parité, la féminisation. Tout ça, c'est des thèmes qui sont récurrents depuis quelques années et nous sommes même passés par la loi pour aller jusqu'à la parité. Nouveauté cette année, c'est la fin des partis traditionnels que vous représentez ici. Je ne suis pas la seule à représenter ce que vous appelez les partis traditionnels et je crois que ce qui a été initié par Emmanuel Macron en avril 2016 était un mouvement qui, aujourd'hui, va se transformer en parti. Et dans quelques mois, vous parlerez là aussi de partis traditionnels. Comment vous positionnez-vous par rapport à La République En Marche dans la perspective de cette élection et d'une co-construction, d'une collaboration, d'un travail avec le gouvernement ? J'ai participé aux travaux qui ont conduit à une discussion à l'Assemblée nationale concernant la loi Macron lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Cette loi, elle est arrivée avec 15 articles, elle est sortie avec 63 et nous avons pu co-construire cette loi qui aujourd'hui est appliquée et donne des résultats en termes d'emploi, puisque vous avez évoqué ce thème. Ça veut dire que vous vous sentez compatible ? Mais je ne parle pas de compatibilité. Je pense que l'on peut construire un projet de gouvernement
avec la majorité à l'Assemblée nationale qui sortira des urnes le 18 juin. Guillaume Guérin, je me tourne vers vous maintenant. Vous, à droite, chez les Républicains, vous êtes plutôt du côté Barouin que du côté Édouard Philippe. Barouin qui critique beaucoup le début du quinquennat. Vous pourriez travailler, vous, en bonne intelligence avec la majorité présidentielle? Écoutez, d'abord, je crois que beaucoup de téléspectateurs savent qui je suis. Je suis le premier adjoint du maire de Limoges. J'ai participé à cette grande vague de renouvellement de la politique locale en 2014. Et je tiens à dire à Mme Magne que les partis de gouvernement ne sont pas forcément réfractaires au renouvellement. Les portes sont ouvertes aux jeunes à une condition, c'est qu'ils sachent saisir et ouvrir les bonnes portes. Je crois que nous ne sommes pas fermés au renouvellement, au rajeunissement, à la parité, à la féminisation de nos mouvements respectifs. Est-ce que ce mouvement n'est pas en train de dépasser justement aujourd'hui, les partis traditionnels? Emmanuel Macron a réussi quelque chose d'assez hors norme. Je reconnais que le président de la République a balayé tous les dogmes existants dans ce pays. Moi-même, je pensais qu'il fallait 30 ans pour faire un chef d'État. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron devient président de la République à 39 ans. Aujourd'hui, tout le monde connaît mon engagement, un engagement de terrain, un engagement de longue date dans ce département. Je suis né sur cette circonscription, j'y ai grandi, j'y travaille aujourd'hui sur le plan professionnel. J'ai un vrai attachement viscéral à cette terre, à cette circonscription. Et donc demain, la question que doivent se poser les électeurs, c'est à quoi va servir le futur parlementaire? Et quelle va être la personne, l'homme ou la femme, la mieux à même de défendre les intérêts de notre territoire à l'Assemblée nationale. Parce que ça sert à quoi un député? Un député, ça contrôle le gouvernement, ça vote les lois et ça sert d'interface, de courroie de transmission entre la population et l'Assemblée nationale. Et bien demain, c'est la seule question qu'il faut se poser. Quelle est la personne, parmi les gens autour de cette table ou parmi ceux qui ne sont pas invités, qui est la plus à même de défendre les intérêts de ce territoire? Je connais bien ce territoire, particulièrement les problématiques rurales, et donc je le défendrai avec beaucoup d'attachement, beaucoup de détermination, beaucoup de conviction. Et si vous me demandez comment je me situerais au sein d'une Assemblée nationale à dominante, on va dire macroniste, entre guillemets... C'est en tout cas ce qui est annoncé. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas partir sur une opposition frontale à Emmanuel Macron en faisant une opposition stérile qui n'avancerait en rien, en refusant l'intégralité des textes proposés par le gouvernement d'Édouard Philippe, qui est un Premier ministre de droite, je tiens quand même ici à le rappeler, sans pour autant voter de manière béate tous les textes, et notamment celui qui vise à augmenter la CSG. On aura l'occasion de rentrer dans le détail. Merci Guillaume Guérin. Pierre-Édouard Pialat, vous êtes jeune, vous êtes nouveau en politique, un nouveau visage encore là une fois. Du côté de la France Insoumise, vous comptez poursuivre la dynamique liée à la présidentielle, notamment par le score de Jean-Luc Mélenchon sur cette circonscription. Mais vous avez face à vous une candidate communiste. Est-ce que ça vous complique la tâche et est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu cet accord entre les communistes et la France Insoumise? Écoutez, il y a eu un choix qui a été fait. Le Parti communiste n'est pas notre adversaire. Nos adversaires, elles sont sur ce plateau, mais nous en avons d'autres parce que c'est la politique, c'est ça aussi. Nous avons effectivement des concurrents, mais la politique, c'est aussi accepter le fait qu'il y ait des gens qui sont dans des partis politiques qui fassent un choix différent de nous. Nous, la France Insoumise, nous fonctionnons de manière différente des partis qu'on pourrait dire traditionnels. Nous avons impulsé un mouvement citoyen. Nous fonctionnons assez différemment des partis traditionnels. Nous n'avons pas de carte de parti. Nous fonctionnons sous forme de groupe d'appui. Et les gens sont libres de venir ou de partir. Maintenant, la position qui a été prise par le PCF et la position du PCF, la position qui a été prise par la France Insoumise et la France Insoumise. Ensuite, je pense qu'un député, comme disait très justement M. Guérin, un député doit servir son territoire. Doit servir son territoire, sa circonscription. Il doit également porter des projets de loi essentiels au niveau de l'Assemblée nationale et doit défendre les intérêts de son pays. Est-ce que ce n'est pas difficile à tenir l'opposition à Emmanuel Macron alors qu'on a l'impression qu'une majorité de l'opinion publique, en tout cas, souhaite lui donner les moyens de sa politique? Alors nous ne sommes pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, comme nous ne sommes pas d'accord avec la politique de LR ou du Parti socialiste actuellement. Nous avons pour vocation de créer donc une majorité alternative, donc une cohabitation. Nous allons y arriver ou pas y arriver. C'est les électeurs qui vont décider dans les urnes. Je rappelle que des sondages sont des sondages. Nous, notre objectif, nous faisons campagne, nous avançons. Ensuite, les électeurs décideront. Très bien. Je me tourne vers Vincent Gérard maintenant. Vous comptez aussi sur la dynamique Marine Le Pen, qui a fait 18,5% à la présidentielle sur cette circonscription. Le Front National ne cesse d'augmenter ses scores sur ce territoire qui illustre à de nombreux aspects les difficultés, le sentiment de relégation. Est-ce que vous pensez que finalement, l'effet Macron va faire pchit
sur cette circonscription, sur cette 3e circonscription, et que finalement vous allez bénéficier encore une fois de cette dynamique? Je serais tenté de le croire, oui, bien évidemment. C'est vrai qu'avec 12 000 voix pour Marine Le Pen sur la circonscription, donc nous sommes arrivés en 3e position, bien devant les Républicains et à peu près le double du score des socialistes. Derrière la France Insoumise? Oui, en 3e position, derrière la France Insoumise, bien évidemment. Alors après, bien malin, qui pourra prévoir le résultat de dimanche prochain? Mais bien évidemment, je compte sur cette dynamique pour aller de l'avant et pour défendre ma candidature. Pourquoi voter pour un député Front National sur cette circonscription? Pourquoi voter pour un député Front National tel que moi sur cette circonscription? Je dirais peut-être que je suis un des rares ici à être Macron incompatible, déjà, donc pour représenter une véritable opposition. Par le fait que je suis également un des rares à être très implanté dans cette circonscription depuis très longtemps. Hein. Vous êtes chef d'entreprise? Voilà, depuis 25 ans à Château-Ponsac. Donc voilà, quoi, c'est déjà 2 arguments qui sont intéressants. Après, bon, c'est vrai que quand je suis arrivé en Limousin, moi je ne suis pas originaire du Limousin, mais quand je suis arrivé il y a 30 ans en Limousin, je suis tombé amoureux, hein, bien sûr, parce que c'est une région excessivement attachante. Et le berceau de la Basse-Marche avec Château-Ponsac, c'est vrai qu'effectivement j'y suis très attaché. Donc j'aurai à cœur de défendre tous les administrés de cette circonscription. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de vos propositions, de vos envies, de vos projets pour ce territoire, de ce que vous voulez porter également. Le programme d'Emmanuel Macron comprend plusieurs grands chantiers, la moralisation de la vie publique, on en a beaucoup parlé, le pouvoir d'achat, l'emploi, les retraites. L'emploi, justement, c'est la préoccupation majeure des électeurs, préoccupation principale. Le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté hier une feuille de route pour les réformes sociales que le gouvernement entend mener dans les 18 prochains mois. Rénover le modèle social français est indispensable et urgent, a déclaré Édouard Philippe et sa ministre du Travail, qui assure qu'il n'y a pas de plan caché. Alors, 3 piliers principaux: plus de poids pour les accords d'entreprise, le plafonnement des indemnités de licenciement, la fusion des instances du personnel. Marie-Ange Magne, sur ce territoire qui connaît des difficultés économiques, pensez-vous que les mesures annoncées par le Premier ministre, la réforme du Code du travail donc, puissent redonner un espoir aux PME, aux PMI, aux industries qui sont présentes sur le territoire? C'est ce qu'on souhaite. Monsieur Guérin disait tout à l'heure que lui, il est d'ici. Moi aussi, je suis née à Limoges. J'y ai vécu, j'y ai passé toutes mes études. J'ai 2 enfants. Et c'est vrai que si je m'engage en politique aujourd'hui, c'est parce que je souhaite que mes enfants puissent eux aussi poursuivre leurs études ici, puissent travailler ici comme moi je le fais, à côté de leurs parents, à côté de leurs grands-parents. C'est pour ça, moi, que je m'engage en politique. Et je pense que la réforme qui est menée par le gouvernement actuellement vise justement à encourager l'esprit d'entreprise et à favoriser la reprise de l'emploi. Vous confirmez qu'il n'y a pas de plan caché, comme ce qui est annoncé aujourd'hui dans la presse par la ministre du Travail? Non, je ne pense pas qu'il y ait de plan caché. Il y a des discussions qui sont en cours avec les syndicats. Jusque-là, Emmanuel Macron a été très clair sur sa ligne et il a respecté tous ses engagements. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait de plan caché. Non. Alors il y a des entreprises sur ce territoire. Il y a Steva à Bessines, GMS qui n'est pas loin. On a connu des difficultés également à Saint-Sornin-le-Lac du côté de l'entreprise Centre 7. Catherine Bobati, Emmanuel Macron, à votre avis, peut-il réussir là où, c'est ce qu'on dit, François Hollande et Manuel Valls ont échoué en matière d'emploi? Alors, j'entends bien que votre propos est que le gouvernement de Valls a échoué, si ce n'est que les derniers résultats annoncent une diminution des chiffres de demandeurs d'emploi et on peut penser que les mesures qui ont été votées sous le quinquennat Hollande et Valls commencent à porter leurs fruits. Elles arrivent juste un peu trop tard? Mais le timing n'est peut-être pas le bon, mais nous ne pouvons que constater que ces mesures commencent à porter leurs fruits. Sur la circonscription du Nord-Haute-Vienne, il y a des entreprises de pointe. Il y a des entreprises qui travaillent en sous-traitance pour l'aéronautique. Il y a des entreprises qui sont porteuses d'un grand nombre d'emplois, comme les chaîneries Limousine. La loi travail de Myriam El Khomri avait fait des remous sur cette circonscription comme ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, les annonces qui ont été faites par le Premier ministre et la ministre du Travail hier après-midi sont des orientations, vous l'avez dit, des grandes orientations
cela devrait se dérouler sur 3 mois, juillet, août et septembre, puisque le Premier ministre nous a annoncé que tout devrait être terminé au 21 septembre. Il nous a annoncé aussi la nécessité de faire des ordonnances et donc d'avoir très rapidement à l'Assemblée nationale une habilitation pour le futur gouvernement. Donc moi je crois qu'il faut que nous persévérions dans la voie du dialogue social avec bien sûr les partenaires syndicaux, qu'ils soient patronaux ou salariés. J'entends que vous émettez des doutes sur la méthode, peut-être ? Je n'émets aucun doute sur la méthode. Je pense qu'en France, nous avons une tradition de dialogue social et que celle-ci, il faut la préserver. Il faut tenir compte des propositions qui seront faites par les uns et les autres, par les partenaires sociaux. Ce que je peux déplorer dans le calendrier qui a été annoncé hier après-midi, c'est que le débat parlementaire ne durera que 3 jours, voire 4 maximum. Guillaume Guérin, lever les freins à l'emploi, ça va dans le bon sens ? Écoutez, pour ma part, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Code du travail, aujourd'hui, est totalement obsolète. Donc un dépoussiérage de ce Code du travail paraît aller dans le bon sens et découle du bon sens. Après, ça pourrait avoir des conséquences concrètes chez nous ? En tout cas, je l'espère. C'est vous qui soulignez l'échec du gouvernement Valls et du président Hollande en termes d'emploi. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Donc je considère que si aujourd'hui il y a une volonté de réformer ce Code du travail, il faut accompagner cette volonté de réforme de ce Code du travail qui, encore une fois, devient totalement obsolète et ce qui sclérose une partie de l'économie française. Après, il y a une priorité qui est donnée à l'accord d'entreprise plus que l'accord de branche. Il faut faire attention de la façon dont va être vendu le message, parce que je crois qu'il peut y avoir une crispation très rapide des partenaires sociaux. Et dans ce pays, on sait très bien que si on crispe un peu trop rapidement les partenaires sociaux, ça devient vite incontrôlable et ingouvernable. Pierre-Édouard Pialat, la flexisécurité, est-ce que c'est votre tasse de thé ? Non, pas trop. C'est-à-dire que moi, je suis déjà opposé à la loi El Khomri. Je me suis déjà opposé à la loi Macron. Alors, je m'explique. Pour moi, le Code du travail n'est pas l'essentiel du problème. Le Code du travail, c'est un siècle d'acquis sociaux. On voit que tous les chiffres aujourd'hui, la création de l'emploi, ce n'est pas la faute du Code du travail. Aucune étude ne le prouve. Donc moi, je veux bien qu'on établisse des solutions. Il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas toucher quelque chose où des gens se sont battus pendant des années, sachant que la loi El Khomri, comme la loi Macron, ne mène pas à grand-chose. Nous avons des entreprises qui ferment tous les jours. Nous avons des entreprises qui délocalisent. Nous avons GMS qui sont sur la sellette aujourd'hui. Dont une partie des salariés, bien sûr, dont une partie des salariés, des dizaines de familles vivent sur la circonscription. Nous avons des entreprises dans le Nord. Donc la montée du Front National aujourd'hui, elle est due également à cette crise sociale qui se passe sur le territoire. Donc si je résume pour vous, cette réforme du Code du travail, elle va empirer la situation ? Pour moi, ça va empirer la situation parce que ça va créer déjà une crise sociale. Si. Il va y avoir des gens qui vont sortir dans la rue. Alors, en plus, si on fait passer sous ordonnance, je veux dire, c'est essayer de faire passer un petit peu de force. Un mot, Catherine Bobati. Sur le Nord Haute-Vienne et sur Limoges, dans les 5 dernières années, la préoccupation des chefs d'entreprise a été plus de trouver de la main-d'œuvre, voire pour la former bien sûr, mais sur nous place. Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre les petites entreprises et les PME. Qu'est-ce qui crée de l'emploi ? Quand on va voir les chefs d'entreprise des TPE et des PME, ce qui leur permet de créer de l'emploi, c'est d'avoir de la lisibilité sur leur carnet de commandes. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas tout imputer simplement aux législateurs. Je crois que l'emploi dans le Nord Haute-Vienne, il y a des niches d'emploi dans le Nord Haute-Vienne. Bien sûr, mais dans notre programme, nous ne sommes pas anti-entreprise, nous sommes pour la justice sociale. Les TPE, les PME, nous, dans notre programme, nous voulons supprimer le RSI. Nous voulons aligner sur le régime général. Monsieur Macron aussi. C'est le cas également de... Oui, mais Monsieur Macron a mis ça dans cette mesure parce que son programme a été élaboré après le programme de la France Insoumise qui était c'est le cas du Front National également. Et bien justement, Vincent Gérard, vous êtes patron d'une petite entreprise d'électricité. Le Code du travail, il est adapté aujourd'hui à votre entreprise, aux PME, aux PMI. Il faut le modifier. Bien sûr qu'il faut le modifier, oui, mais je reviendrai. C'est vrai que Mme Bobati avait raison.
Et je pense qu'elle a soulevé également le problème de la formation professionnelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats et je me battrai toujours. Parce qu'effectivement... ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à travailler, à trouver du personnel qualifié sur cette circonscription autour de Château-Ponsac? Non, mais je rejoins Madame Bobati. Oui, effectivement, ouais, on peut avoir du mal à trouver des personnes qualifiées dans le domaine où donc, il faut modifier la formation professionnelle. Et en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions qui ont été faites pour modifier le Code du travail, lever les freins à l'emploi? Écoutez, moi j'attends de voir, parce qu'effectivement je crains qu'on va avoir des mauvaises surprises. Donc maintenant, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui, mais je pense qu'on ne nous annonce pas que du bien. Par contre, si je peux me permettre, juste pour la formation professionnelle, on prévoit justement d'inciter la formation professionnelle auprès des jeunes et des peu qualifiés. Et justement, ça pourra servir sur le territoire de la Haute-Vienne. Juste pour la formation. Oui, tout à fait. Mais je suis à la commission formation professionnelle à la région parce que je suis impliqué là-dedans. J'ai été maître moi-même d'apprentissage. Sauf que ça fait des années, qu'on dit qu'on va réformer la formation professionnelle. Oui, mais ça fait des années. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Donc peut-être que c'est le moment. Exactement, oui. Non, mais là, vous avez effectivement, oui, ça fait des années qu'on en parle. C'est jamais venu. La formation professionnelle, si je peux me permettre. Oui. Elle est quand même, je parle sous le contrôle de conseillers régionaux, elle est sous l'égide des conseils régionaux. Il y a eu des mesures fortes qui ont été mises en place pour l'apprentissage. Et je crois que le Code du travail ne contient pas la réforme de la formation professionnelle en premier. Il contient plutôt la réforme du contrat de travail. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise pour négocier le contrat de travail, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Et je crois que c'est là qu'il faut que toute la négociation prenne sa part et que tout le débat législatif existe. Dernière chose, si je peux me permettre, au niveau des entreprises, j'ai un petit cheval de bataille sur lequel vraiment je serai intransigeant et pour lequel je demande des réponses, c'est par rapport aux travailleurs détachés. Et moi, travaillant dans le bâtiment, c'est une plaie. C'est quelque chose qui fait fermer les boutiques, c'est quelque chose qui met sur la paille nombre d'artisans de la circonscription. Quand on va sur des chantiers où on est confronté à des gens qui ne parlent plus français, déjà on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de malfaçon et on a surtout des problèmes de chômage pour nous ici en France. Madame Magne, sur la question des travailleurs détachés? Je pense que c'est à la marge. Les travailleurs détachés. Vous plaisantez là, je pense. Non, mais je pense que là, je ne sais pas si c'est une plaisanterie, excusez-moi. Oui. Madame Magne, effectivement. Dans le secteur de l'artisanat, certainement. Après, ce n'est pas le seul secteur, mais je pense pas que certains ne connaissent pas le terrain. Je pense que la solution, je pense que la solution n'est pas dans le repli sur soi, mais plutôt dans. Attendez, on ne vous parle pas de repli, on vous parle de sauver nos emplois à nous. Bien sûr. C'est pas un repli sur soi. Sur les travailleurs détachés, il y a une directive européenne, mais il faut être prudent sur les travailleurs détachés parce que. Soit il y a des travailleurs détachés qui viennent dans notre département, et ça pose de réels problèmes, puisque nous avons souvent été sollicités. Mais lorsque quelqu'un habite dans une zone frontalière, parce que quand on est député, on s'intéresse à cette circonscription, mais au pays dans l'ensemble, lorsque vous êtes mosellan et que vous allez travailler au Luxembourg, vous êtes aussi un travailleur détaché. Et sur cette question, la France seule ne réglera pas le problème. C'est un problème et encore moins européen. Un député seul en Limousin, ou en tout cas dans l'ex-Limousin. Autre dossier chaud, celui de l'emploi public, réaliser la promesse de réduire 120 000 postes de fonctionnaires partant à la retraite, dont 70 à 75 000 dans les collectivités territoriales. On sait qu'on est dans une zone rurale où les services publics ont tendance à disparaître les uns après les autres. Comment on va lutter justement contre les fermetures de classes et la désertification médicale en supprimant des fonctionnaires ? Alors moi, je travaille dans la fonction publique territoriale, donc je suis attachée justement à cette question. Déjà, le programme d'Emmanuel Macron est assez réaliste, malheureusement. Effectivement, il va falloir supprimer des postes. Les Républicains en prévoient 300 000 postes de fonctionnaires supprimés. On va essayer, il y a eu des fusions au sein des collectivités. Forcément, mécaniquement, ça doit entraîner des suppressions de postes. Je pense qu'on va s'appuyer là-dessus. Après, ce sera en concertation avec les collectivités. Moi, travaillant dans la fonction publique territoriale, je suis assez sensible aux services publics et je serai vigilante sur cette mesure. Comment on explique ça aux gens? Est-ce que le message y passe sur le terrain quand vous expliquez aux gens que 120 000 postes de fonctionnaires, ils ne vont pas le voir à côté de chez eux? Difficilement.
Difficilement, parce qu'on a un territoire qui est assez enclavé. Moi, j'ai parcouru le nord de la circonscription et c'est vrai qu'on a des difficultés à accéder aux soins, on a des difficultés à accéder à tout ce qui est service public de manière générale. Donc, il va falloir essayer de se regrouper, essayer de mutualiser le maximum possible. Et donc, il faudra qu'on prenne des mesures incitatives pour, par exemple, dans le domaine de la santé, créer des maisons de santé pluridisciplinaires qui permettent d'accéder aux soins et de mutualiser les emplois. Alors là, ce sera pour les médecins qui ne seront pas fonctionnaires, mais il va falloir lutter contre la désertification, que ce soit médicale ou que ce soit la fonction publique. Sur cette question de la disparition des services publics. Alors oui, c'est un gros problème, et moi je pense que réduire le nombre de fonctionnaires ne réglera pas la solution, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine éducatif, hein, donc on peut parler des professeurs, on peut parler des instituteurs, et puis également dans le secteur social. Hein, donc nous sommes clairs, nous voulons donc créer 10 000 places dans les EHPAD en plus pour les personnes. Nous voulons donner plus de moyens et investir, créer plus de postes, donc de personnel qui sont qualifiés. Hein, nous proposons également un service public en ce qui concerne les maisons de retraite et nous proposons une augmentation du nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Guillaume Guérin, je voulais vous faire réagir sur un point précis, l'exonération de 80% des foyers d'ici 2020 de la taxe d'habitation. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Limoges, on l'a dit. C'était jugé irréaliste et électoraliste par l'Association des maires de France qui évoque une baisse de 36% des recettes pour les communes. Et pourtant, Emmanuel Macron juge que c'est un impôt injuste qui pénalise les ruraux. C'est vrai qu'une ville comme Limoges a bien besoin de ça. Après avoir subi la perte du statut de capitale régionale par la réforme territoriale du précédent gouvernement socialiste, voilà que maintenant on veut, en plus d'une baisse drastique de la DGF de plusieurs dizaines de millions d'euros, on veut aujourd'hui lui supprimer la taxe d'habitation, la perception de la taxe d'habitation. Je crois que si on procède ainsi, c'est tout simplement la mort et l'asphyxie de tout un tas de collectivités et de villes de province, dont Limoges. Et je crois sincèrement qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là, parce que ça serait une catastrophe pour nos territoires. Je reviens à l'emploi public et à l'emploi privé. Sur l'emploi public, la réforme territoriale a été pour nous une catastrophe. Vous êtes en train de le constater vous-même ici à France 3, où tout un tas de directions régionales de services déconcentrés d'État partent sur Bordeaux. Toutes les catégories A des directions régionales déconcentrées, quasiment toutes, Madame Bobati, des directions régionales déconcentrées d'État partent sur Bordeaux. C'est à la fois une perte de pouvoir d'achat non négligeable pour la ville de Limoges et pour son environnement direct. C'est une perte de fiscalité immédiate pour notre territoire parce que ces catégories-là étaient sur un barème d'indice fiscal les plus fiscalisables. Et donc pour nous, c'est quand même pas tout à fait négligeable. Cette réforme votée par le précédent gouvernement a été une catastrophe, un assassinat politique du Limousin. Et très honnêtement, à l'époque... Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que les Républicains majoritaire à l'Assemblée en cas de victoire dans 15 jours, vous allez proposer des fonctionnaires supplémentaires à l'époque, Monsieur Roussel, nous n'étions pas très nombreux, si je peux terminer, parce que j'ai beaucoup écouté mes concurrents parler pendant plus de 10 minutes. Allez-y. Nous n'étions pas très nombreux à dénoncer cette réforme territoriale. Qu'il faille nous fusionner avec Poitou-Charentes, pour ma part... Tant qu'à aller vers une fusion, je souhaitais une fusion Poitou-Charentes-Centre, parce qu'aucune des grosses villes n'écrasait les autres pôles urbains, il n'y avait pas de tropisme d'une ville par rapport aux autres, et donc il n'y avait pas de phénomène de fusion-absorption. Aujourd'hui, nous avons été fusionnés avec l'Aquitaine, c'est une fusion-absorption totale. Pourquoi avec l'Aquitaine? On ne va pas se mentir. C'est tout simplement parce que la région Aquitaine est la seule qui peut éponger la dette colossale laissée par Madame Royal, ex-compagne de l'ancien président de la République. Je ne vous interromps pas, mais on ne va pas revenir sur la réforme territoriale. Les députés ne vont pas revenir. Cette réforme a été faite pour éponger la dette de Madame Royal, qui s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros en Poitou-Charentes. Et donc, nous avons été politiquement assassinés avec des pertes d'emplois qui sont absolument colossales sur notre territoire. C'est un défi à relever pour les députés maintenant, de défendre leur territoire dans ce contexte-là. Il est là le défi. Aujourd'hui, sur les territoires qui sont les nôtres, vous m'interrogez sur la taxe d'habitation. Je vous dis que si Emmanuel Macron va au bout de son projet de loi qui vise à supprimer la taxe d'habitation et qu'en même temps, la baisse de la DGF, dotation globale de fonctionnement, continue de s'accentuer tel que c'est prévu, parce que l'État français, tout le monde s'accorde à le dire, la droite comme la gauche, a vécu au-dessus de ses moyens pendant 30 ans, eh bien je ne sais pas comment nous allons faire pour maintenir les services à la population
que nous faisons en sorte de maintenir à Limoges coûte que coûte. Je précise que Emmanuel Macron a dit, bien dans sa campagne, bien avant l'élection, que cette suppression de la taxe d'habitation serait compensée à l'euro près. À l'euro près. Je ne m'étonne pas des propos de La réforme territoriale aussi devait être compensée à l'euro près. C'est très loin d'être le cas aujourd'hui. Rapide, vous avez beaucoup d'avance. D'accord. 3 maisons de services au public créées dans les 5 dernières années sur le Nord-Haute-Vienne. Arnac-la-Poste, Val d'Issoire et le Dora. Moi, je suis sûre et certaine que ce qui est utile pour notre circonscription, c'est le maintien de services publics de proximité, parce que les gens en ont besoin, les habitants et nos concitoyens en ont besoin, et les entreprises en ont besoin. Le député peut faire ça ? Le député peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de suppression encore de postes de fonctionnaires. Je ne suis pas très souvent d'accord avec mon collègue de la ville de Limoges, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos collectivités, excusez-moi la trivialité de mes propos, sont à l'os dans leur gestion, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur le fonctionnement et aussi sur les personnels. Et je crois que ce serait une erreur dans un département comme le nôtre, où il y a une agglomération importante et des zones rurales fort peu denses en population, de supprimer les services publics et notamment les postes de fonctionnaires qui existent. Vincent Gérard, sur cette question du maintien des services publics, des suppressions de fonctionnaires. Bien sûr, pas de suppression de fonctionnaires. Et le mot qui doit revenir, effectivement, je le répète, c'est la proximité. Voilà, ce que nous avons besoin, c'est du service public de proximité. Je rejoins là-dessus Madame Bobati. Effectivement, moi, quand on parle de grouper, de faire une maison de santé, s'il y en a une tous les 100 km, vous voyez, non. Non, là, je ne suis pas d'accord. Effectivement, ce n'est pas possible. Tout est en train de partir, que ce soit, vous le savez, on connaît le terrain, que ce soit les postes ou la poste, le reste, tout est en train de partir. Le petit commerce part. Le jour où il n'y aura plus d'artisans, ça sera complètement. Ça veut dire que les députés Front National s'opposeront à la suppression des fonctionnaires territoriaux. Bien sûr, tout à fait. Après, vous avez le désert médical aussi. Tout à l'heure, il a été évoqué par Madame. C'est une catastrophe. Moi-même, mon médecin est parti à Château-Ponsac, est parti à la retraite. C'est la croix et la bannière pour trouver quelqu'un d'autre, quoi. Ils sont tous débordés, ils prennent plus de nouveaux clients. Et ça, je pense que tous les gens sont confrontés à ce type de problème. Dans ce genre de situation, on est parfois bien content de trouver des médecins qui viennent de pays. Peu importe, non, mais la solution que nous proposons, ce serait de supprimer le numerus clausus ou au moins de le réévaluer, quoi. C'est ce qui est prévu. Ça permettrait. Donc c'est une bonne mesure, effectivement. Madame Mann, ça fait 10 ans pour former un médecin. Madame Mann, comment on va lutter toujours la même question. Comment on lutte contre la désertification des zones rurales du nord de la Haute-Vienne dans un contexte où on supprime des postes? C'est prévu depuis longtemps, effectivement. C'est prévu depuis longtemps, mais on ne le voit pas arriver. C'est comme tout. Madame Mann, on laisse parler Madame Mann. On va agir sur le numerus clausus. Bien sûr, c'est prévu. Après, il faut 7 ans pour former un médecin. Le but, c'est aussi d'inciter les jeunes médecins à s'installer en milieu rural, notamment via des stages qui leur permettent de s'impliquer dans des maisons de santé, de voir comment ça se passe. Mais globalement, il y a quand même une demande des jeunes médecins de travailler ensemble, de travailler regroupés, de travailler en moyens mutualisés, parce que ça leur permet vraiment d'avoir une vie familiale à côté, puis ça leur permet aussi de progresser en travaillant avec d'autres personnes, et ça leur permet de mettre de côté aussi tout ce qui est administratif en ayant une secrétaire en commun. Donc c'est plutôt encourageant. Après, c'est vrai qu'il faut le mettre en place. C'est ce qu'on va faire. Le problème, c'est que j'entends tout le monde parler, de dire qu'il faut améliorer les services publics, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais en l'état des faits, c'est que les différents gouvernements successifs qu'on a eus, M. Fillon, nous avons eu M. Ayrault, nous avons eu M. Valls, la politique, dans ce créneau-là, consistait à respecter les règles budgétaires européennes, donc de faire des économies, donc de supprimer des postes de fonctionnaires et des postes utiles pour notamment les services publics. Alors maintenant, il va falloir être honnête avec les gens, puis dire il va falloir changer de politique, voilà, véritablement, pour pouvoir réinstaurer les services publics. Nous proposons, par exemple, pour les médecins, donc des jeunes médecins étudiants, qui puissent aller en ruralité, qu'ils aient un statut de fonctionnaire, pour qu'ils puissent s'installer, donc aidés par l'État, pour qu'ils puissent aller dans les zones de désertification médicale. Nous proposons également l'accessibilité, où on voit qu'il y a des zones blanches. On peut parler de réseaux mobiles, on peut parler d'Internet, des zones blanches qui va permettre effectivement à des administrations publiques. On va parler du désenclavement dans un instant. Voilà, permettre des administrations publiques de pouvoir s'implanter, d'être efficaces, parce qu'après on peut parler de l'inefficacité des services publics, mais dans les milieux ruraux, et puis notamment la 3e circonscription de la Haute-Vienne, nous avons besoin également de ce créneau-là. Et puis ça sera valable également pour les entreprises, où tout à l'heure on pouvait me reprocher effectivement d'être anti-entreprise. Monsieur Guérin. Un mot quand même sur la désertification médicale, parce qu'il y a 3 strates dans
cette circonscription. Il y a la zone urbaine, donc Limoges agglomération, la zone pôle de vie et la zone reste du territoire que moi j'appelle le Grand Croissant, qui va de Bussière-Beaufy à l'ouest, à Jabreuil-les-Bordes à l'extrême est. Donc tout ce croissant du nord. C'est celui-là où on a le plus de problèmes en termes de désertification médicale. On ne peut pas dire décemment que rien n'a été fait par les gouvernements successifs. Il y a des choses qui ont été tentées, parfois peut-être avec manque de pragmatisme et manque de vision purement locale, mais des maisons médicalisées, elles ont été faites, elles existent dans beaucoup de territoires. Parce que le postulat que vous faites est très juste, Madame Magne, c'est de dire aujourd'hui les médecins ne veulent plus travailler seuls. Pourquoi? Déjà 7 médecins sur 10 qui sortent de médecine G sont des femmes, elles aspirent à avoir des enfants, elles veulent se marier, elles veulent pouvoir accéder à des services qu'il n'y a pas forcément dans l'extrême nord du département. Et j'allais dire c'est tout à fait légitime. Et donc on est parti, quand je dis on, ce sont les pouvoirs publics, vers la construction de maisons médicalisées, où on a parfois regroupé des médecins généralistes au même endroit. Alors certes, ils sont complémentaires, mais de temps en temps, ils deviennent très vite même concurrents. Parce que la zone de patientèle, d'achalandise, entre guillemets, est trop faible pour regrouper 4 ou 5 médecins généralistes au même endroit. Et on le sait pour connaître parfaitement ce territoire. Dans certains endroits, certains sont partis. Donc il faut réfléchir à d'autres types de conceptions. Moi, je crois beaucoup à la maison pluridisciplinaire de santé, où vous allez regrouper des professionnels différents sur les territoires, avec un infirmier, un kiné, un médecin généraliste, un dentiste, plus que des médecins généralistes, parce que ça ne suffit pas. Gros travail pour Agnès Buzyn en perspective. Je souhaite qu'on passe à un autre thème, parce qu'on a beaucoup parlé de services publics. Il y a un thème qui concerne au premier chef cette circonscription, c'est celui du désenclavement et des infrastructures, en particulier cette fameuse, certains diraient maudite, RN 147, les infrastructures. Donc cette route qui relie Limoges à Bellac et à Poitiers. Plusieurs morts chaque année, des radars, cette fameuse RN 147. Seule une mise à 2 fois 2 voies sur cet axe interrégional pourrait rendre un trajet plus sûr. Mais eh bien, dans ce qui concerne ce projet, dans tous les esprits, beaucoup de discours depuis de nombreuses années et une concrétisation qui semble éternellement remise au calendrier grec. On regarde le reportage de Cécile Descubes et Frédéric Borde. On en parle, messieurs, mesdames, juste après. Ces commerçants et entrepreneurs sont très en colère. En Nouvelle-Aquitaine, un seul grand vide autoroutier, la RN 147 au nord de la Haute-Vienne, où leurs entreprises souffrent. La seule route qui est aussi vilaine, c'est celle entre Limoges et Poitiers, entre la 20 et la 10. Même si les accidents sont en baisse, la partie Haute-Vienne de la RN 147 a fait en 20 ans 64 morts et 770 blessés. Une des plus accidentogènes en France. Un chantier sur tout ce tracé est urgent. L'idéal, si vous voulez, ça serait quand même une 2 fois 2 voies. Difficile peut-être de faire en un seul coup, mais au moins de la sécuriser au maximum, puisqu'une 2 fois 2 voies, vous évitez forcément les personnes et les conducteurs qui arrivent en sens inverse, et également sur les entrées latérales, elles sont beaucoup plus sécurisées. Enfin un début, du moins peut-être. Pour 7 km au nord de Limoges, inscrit au contrat de plan, l'État vient de proposer par arrêté un des tracés retenus, le tracé Magenta. Mais certaines associations vont l'attaquer, d'autres trouvent que ce tracé n'est plus adapté. Ne restons pas sur un tracé qui a été acté en 2006. On est 11 ans après cette validation, donc il y a des nouveaux éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Écoutons ces nouveaux éléments donc, de manière à pouvoir les intégrer et ne pas prendre de retard sur un projet qui est extrêmement important. On a des maniaques du contentieux qui feront tout ce qu'ils pourront pour retarder le dossier. Au train où vont les choses. La route Limoges-Bellac sera finie dans 50 ans. Car sur le reste du parcours au nord Haute-Vienne, aucun chantier à l'horizon. Alors que selon d'anciens projets, cette partie de route aurait dû être achevée depuis longtemps. Résultat, en une trentaine d'années, Bellac a perdu plus de 1200 habitants. Nous étions 5465 habitants en 1984, date de la première fois où la commune de Bellac a évoqué la RN 147 et sa 2 fois 2 voies sur son document. Et aujourd'hui, en 2017, nous nous battons et nous en parlons toujours sur le Bellac Info 2017 avec 4211 habitants. Depuis longtemps, sur le dossier RN 147, les blocages diplomatiques sont levés entre Limoges et Poitiers, mais son aménagement en Haute-Vienne, c'est toujours l'Arlésienne. Voilà. Ce dossier de la RN 147, Marie-Ange Magne, comment porter ce dossier à Paris pour que l'État prenne les choses en main? Visiblement, les pouvoirs locaux, il y a un consensus jusqu'à la région Nouvelle-Aquitaine. Comment faire pour que le gouvernement, l'État s'engage à financer cette route qui tue chaque année? Alors moi, je la connais bien, cette RN 147, que j'ai travaillé pendant longtemps à Bellac. J'ai enseigné en lycée là-bas les sciences économiques et sociales. Et c'est vrai que c'est une route très anxiogène et très accidentogène. C'est la 3e route la plus dangereuse de France. Porter le dossier à Paris, ce sera
pour la majorité présidentielle, en tout cas assez facile, je pense, dans la mesure où la ministre des Transports est déjà très sensibilisée au dossier, puisqu'elle était sous-préfète de la Vienne. Donc elle connaît le dossier, elle s'en est déjà saisie. On attend plus d'informations sur le rapport aussi d'Elbar, donc pour la LGV, pour les infrastructures routières et ferroviaires. Rapport qui n'est toujours pas rendu public parce que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, n'a pas le temps de recevoir M. Delbar. Est-ce que c'est un motif qui peut nous rassurer quant aux priorités limousines du gouvernement? Elle est en train de s'installer. La présence du président sur notre territoire ce week-end, je pense que c'est une forme aussi d'engagement. Il s'engage pour la ruralité, il s'engage pour le désenclavement. Donc nul doute qu'ils sauront porter le désenclavement de notre territoire comme une priorité pour la Haute-Vienne. C'est le dossier qui sera en haut de la pile, selon vous? Tout à fait. En tout cas, moi, c'est le dossier que je porterai. C'est un dossier très important et c'est un dossier qui est nécessaire pour désenclaver notamment le nord de la Haute-Vienne qui en souffre. Moi, j'ai pu aller à Bellac, j'ai pu aller dans le nord du département et c'est vrai qu'ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. On ne peut pas les laisser ça. Une question, vous porterez le dossier LGV ou alors il est définitivement retiré? Le dossier LGV, il faudra que je m'en saisisse déjà. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Qu'il n'est pas prioritaire. Pour l'instant, il est à l'arrêt. On verra. Le programme d'Emmanuel Macron est assez clair à ce sujet. Il dit qu'il faut moderniser, sécuriser les voies existantes. Oui. En tout cas, il n'est pas question de l'LGV pour le Limousin. Et là où la route est la solution, elle sera la solution. Pour la RN 147, pour la France Insoumise. Pour la RN 147, bon, ça fait 40 ans que le dossier est sur la table. Les tronçons, donc, dans le cadre des CPR, donc contrat plan État-région, donc les financements viennent de la région, viennent du département, de l'agglomération de Limoges. Et pour donc, ce tronçon, donc, actuellement, il y a le nord de Limoges, plus une partie du sud de Bellac en projet. Ces aménagements mettent beaucoup trop de temps. On fait des travaux par plan quinquennaux. Alors comment on fait pour aller plus vite? Pour aller plus vite, je pense qu'il faut s'intéresser, il faut mettre plus d'argent, parce qu'actuellement, il n'y a que 67 millions d'euros qui est mis sur la table, alors que le projet actuel coûte 87 millions d'euros. Je pense qu'il faut aller plus vite et s'intéresser à toute la RN 147. Mais comment on incite un pouvoir central parisien à se pencher sur ce morceau de route qui, vu de Paris... Il faut déjà que nous ayons une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter ça, pour avoir un gouvernement, avoir un Premier ministre et pouvoir porter ça dans l'exécutif, pouvoir se pencher sur notre circonscription. Parce que ce problème date de très longtemps. Et il faut que les tronçons accidentogènes actuellement soient vraiment... Vincent Gérard, sur cette question du désenclavement, de l'accessibilité, on a envie de dire, parce que là aussi c'est un véritable sentiment de relégation. Quand on voit qu'on n'aura pas le TGV, que l'aéroport qui est sur cette circonscription pourrait, au gré des différents choix politiques, être menacé, et qu'on n'arrive même pas à avoir une route nationale à 2 fois 2 voies. Je sais bien, mais écoutez, moi je suis dépité quand j'entends tout ce que j'entends. Moi, en tant que simple habitant, en tant que citoyen de la circonscription, j'y ai cru, j'ai fait comme tout le monde. Moi, j'entendais des promesses, je vote aussi. Donc j'ai voté, je pensais que ça allait changer, bon ça n'a pas changé, donc je suis un petit peu le Et vous, quel argument, tout le monde. Quel argument vous utiliseriez en cas de victoire pour faire en sorte que... moi j'ai l'impression que le gouvernement effectivement actuel va donner le coup de grâce aux Limousins, c'est ce qui ressort de ce que j'ai entendu. On voit que l'enthousiasme pour porter le dossier à une ministre du Transport qui a priori c'est loin d'être sa priorité, je pense qu'on va encore repasser 5 ans à en discuter, et puis dans 5 ans, on aura d'autres promesses, et puis voilà, moi ce que j'en dis, c'est ça, je serais peut-être un petit peu désabusé. Moi, de mon côté, si je suis bien évidemment élu, bien évidemment que je me battrai pour ça. Après, nous, si on peut avoir une véritable force d'opposition, bien sûr qu'on fera entendre notre voix, quoi. C'est évident. Excusez-moi, juste... Catherine Bobati, sur cette RN 147, là, c'est... Alors, j'ai envie de dire encore une fois, mais en tout cas, c'est l'impuissance du politique local, du député de bonne volonté qui ne peut pas faire tout seul avancer le dossier. Je vais peut-être un peu détonner dans ce paysage, mais dans les 5 dernières années, on a signé le contrat de plan État-région. Il a été voté par le conseil régional. Marie-Françoise Pérol-Dumont, présidente du département, en dehors des compétences du département, s'était engagée à financer une partie de la 147. Qu'on a avancé. Et le Blois a continué
à mettre des crédits sur 747. Et il y a quelques mois, il y a eu l'agglomération à voter, mais nos amis et néanmoins concurrents LR n'étaient pas présents ce jour-là, 5 millions en conseil communautaire pour boucler le financement. Tous les lobbyistes de la rente nationale 147 disent que la LGV a mangé tous les crédits de la RN 147. Mais c'est pas vrai. Ce que vous nous expliquez, Monsieur Roussel, c'est que la LGV vous opposez les deux projets. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a, pour la partie Couzex, la Poitevine, il y a 67 millions qui sont inscrits. Plus, il y a au total 73 millions, puisqu'il y a une voie de dépassement qui est prévue sur le plateau de Berneuil. Donc, cet argent, il faut qu'il soit... Je termine. Oui, il faut qu'il soit engagé avant 2020. Le tracé a été validé par le ministère et l'enquête publique va démarrer. Donc je crois qu'il est indispensable aujourd'hui que, à la différence de ce qui s'est fait, et je salue le travail que nous avons mené avec tous les partenaires des collectivités territoriales, nous n'avons pas fait de ce dossier un enjeu politique, mais un enjeu d'intérêt général pour l'aménagement du territoire et encore plus pour qu'on relie Limoges et Poitiers. Donc on a avancé. Sur les projets d'aménagement du territoire, sur les infrastructures routières particulièrement, pour que ça marche, il faut déjà qu'il y ait un consensus sur le territoire. C'est la priorité des priorités, mais c'est récent. C'est assez récent, parce qu'on parle de la RN 147 depuis 30 ou 40 ans. Bon, aujourd'hui, il y a deux aspects sur cette RN 147. Un aspect économique qui est absolument plus que utile à l'heure où on est dans la même région que Poitiers, et un aspect sociétal. Un aspect humain, de sécurité, tout simplement. C'est la troisième route la plus accidentogène de France au kilomètre. Donc il y a un aspect humain qui est quand même plus que nécessaire à prendre en considération très rapidement. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un consensus local. Il y a un consensus local. La ville de Limoges a pris part. L'agglomération de Limoges a pris part. Le département de la Haute-Vienne a pris part. Le département de la Vienne a pris part. La région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, la région Nouvelle-Aquitaine, a changé son fusil d'épaule. Le président Rousset avait dit les routes ne sont pas une compétence de la région, mais puisque la LGV Limoges-Poitiers a plus que du plomb dans l'aile, j'accepte de revoir ma position. Ce qui accrédite quand même l'idée que la LGV a mangé beaucoup de temps et beaucoup de crédit moi-même au président Rousset en séance qu'il avait plutôt bien traité le cas de la RN 147. Ce que vous dit Madame Bobati est tout à fait exact. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 70 millions d'euros qui sont engagés. Il faut que ça soit fait avant 2020. Donc, demain, le futur parlementaire, le futur député de cette circonscription doit faire de la RN 147 le dossier de son mandat. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il aille voir le mardi, le mercredi de chaque semaine qui fera son mandat, le ministre des Transports à la sortie de l'hémicycle en lui disant « Monsieur ou Madame le ministre », parce que vous savez, ça change les ministères, « Monsieur ou Madame le ministre, il y a un dossier sur ma circonscription, c'est l'aboutissement de la RN 147. » Vous avez fait ça, Catherine Bobati, ça n'a pas marché? Mais si, mais Monsieur Roussel, pourquoi vous dites que ça n'a pas marché, puisque le contrat de plan État-région a été signé? Nous sommes en train de vous expliquer qu'il y a eu un consensus politique. Pendant 5 ans, lorsque je suis intervenue, c'était pour défendre le dossier des infrastructures routières et de la 147 et de la 145. Donc aujourd'hui, je ne peux pas accepter que vous disiez que rien n'a été fait, et tout a été fait justement dans un consensus. Alors je peux taquiner ou je peux reconnaître que lors de la séance plénière de l'agglomération de Limoges, les Républicains n'ont pas voté les 5 millions, c'est un mouvement d'humeur, mais il y a aujourd'hui une volonté politique que ce dossier continue à avancer. Et moi, je m'engage à continuer à le faire avancer. Les plans État-région qui sont établis, je veux dire, c'est pas faire des tronçons de 6,5 km par 6,5 km. Dans 20 ans, on y est toujours. Là, le problème de la RN 147, il y sera toujours. Non, mais là, c'est l'endroit le plus peuplé. Précédemment, M. Fillon avait dit que c'était pas sur la liste des priorités du gouvernement à l'époque. Madame Peyrolle-Dumont avait souligné ça. Et donc Monsieur Raffarin aussi l'avait dit. Justifier donc du coup que c'était pas faisable. Mais en l'occurrence, ben, vous avez continué. Il n'y a rien. Guillaume Guérin, un dernier mot sur les conditions écologiques à le faire. Il faut en parler également. Comment on fait ces travaux? Les études on laisse parler M. Guérin. Aujourd'hui, les collectivités locales sont en train de se saigner
de saigner les contribuables pour faire en sorte que ce projet avance. Ça, c'est le premier postulat. Les collectivités locales, de gauche ou de droite. Nous mettons de l'argent sur la 147. Voilà. Demain, il manque un partenaire sur la 147, un partenaire majeur, c'est l'État. Quand l'État veut, l'État peut. Vincent Gérard. Bon, pour en finir avec ça, on a déjà vu ici des plans État-région qui ont été signés et qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Donc voilà. Moi, j'aurais voulu, en parlant d'infrastructures, également soulever le problème que nous avons dans le Nord, et que beaucoup d'habitants ont dans le Nord, et qui concerne l'implantation massive d'éoliennes. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en cours, il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour. Il y a une grande inquiétude, hein. Moi je l'ai ressenti en ayant voyagé, en ayant parlé avec beaucoup de personnes sur le territoire. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir quelles étaient un petit peu au niveau du Donc vous, ça veut dire que vous êtes hostile à l'implantation d'éoliennes sur le nord de la Haute-Vienne à grande échelle d'éoliennes. Ouais. Sur l'ensemble de la Haute-Vienne, mais en l'occurrence, là, nous parlons de la 3e circonscription, parce que dans le Nord, il y a beaucoup de projets. Là, pour le coup, ce sont des projets... On met une centrale nucléaire ou contre. Sur ce genre de projet, on sait que l'influence d'un député peut, pour le coup, être véritablement réelle. Madame Magne, sur l'implantation d'éoliennes, est-ce que vous voulez favoriser ce genre de projet, ou est-ce que vous préférez temporiser Alors déjà, je voulais répondre sur la RN 147, dire qu'on va se retrouver avec de nouveaux acteurs autour de la table au niveau de l'État. Donc je pense qu'il y aura vraiment un nouvel élan sur la RN 147. Pour répondre sur l'éolien, moi, ce que je porte, c'est vraiment les énergies renouvelables. Après, je comprends qu'il y ait des habitants qui ne soient pas favorables. Donc, je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence et en concertation. Mais pour nous, il faut doubler nos capacités en éolien et en panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas l'éolien, ça peut être autre chose. On imagine mal qu'avec tout le débat sur le traité de Paris... continuer d'implanter les éoliennes. Pas forcément l'éolien, ça peut être d'autres types d'énergie renouvelables. Comme le solaire, par exemple ? Comme le solaire, par exemple. Ça peut être aussi la filière bois. Le soleil, au nord. Il y a des parcs solaires gigantesques en Corrèze. C'est pas si loin que ça. Il y en a, mais c'est pas spécialement le département adapté. Il y a d'autres solutions que l'éolien. Monsieur Piala, sur cette question de l'éolien, c'est très intéressant. Bon, après, nous sommes pour l'abrogation de la loi NOM relative à la libéralisation de l'électricité. Nous sommes favorables à la renationalisation d'EDF et de Suez. Après, l'éolien, oui, pas de problème. Mais que ça soit l'État qui gère, pas des entreprises privées. Voilà. Parce qu'après, la rentabilité qu'il y a derrière, les éoliennes qui sont mises n'importe comment, n'importe où, pour justement attirer le profit, non, il faut être stratégique. Il faut mettre les éoliennes aux endroits nécessaires. Et puis, surtout, l'objectif, ce n'est pas enquiquiner les gens, mais l'objectif, c'est vraiment créer l'énergie renouvelable. Catherine Bobati, sur cette question de l'éolien, sur les inquiétudes des habitants, sur la question du mitage. Alors d'abord, je crois qu'il y a des habitants qui sont inquiets, mais il faut quand même rappeler que sur ces projets éoliens qui existent depuis 10 ou 15 ans c'est très long à mettre en place un projet éolien, effectivement. Tous les conseils municipaux ont voté avant 2012 ces projets éoliens. Et lorsqu'ils sont revenus devant les électeurs en 2014, ils ont porté dans leurs projets électoraux sur le nord Haute-Vienne les projets d'implantation d'éoliennes pour faire de la transition énergétique. Les communautés de communes ont aussi délibéré. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le rôle du député, c'est d'accompagner ces projets. C'est ce qui a été fait lorsque l'on a voté des textes qui ont dit qu'il fallait mettre les éoliennes à 1 km des maisons d'habitation ou à 500 mètres, etc. Et on a vu les lobbies qui sont arrivés à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ces projets éoliens dans le nord Haute-Vienne, ils sont souhaités par des équipes municipales qui souhaitent faire des profits financiers uniquement, inscrites dans leur programme de campagne et qui ont été réélus. Alors, s'il vous plaît, moi j'entends bien la démocratie participative et je suis assez favorable. Mais je pense qu'à un moment, les élus locaux ont pris des décisions, ont fait des propositions à leur population. Donc si des décisions ont été prises, on les applique. Mais c'est aussi du développement économique. Guillaume Guérin. Juste une chose sur laquelle je reviens, est-ce que vous avez dit que l'aéroport de Limoges était en grand danger ? Non, je n'ai pas dit qu'il était en grand danger, j'ai dit qu'il pourrait être menacé dans le cadre d'une réorganisation de la carte des aéroports. C'est quand même entendu par beaucoup de monde. Oui. Donc je peux vous dire que les élus locaux, encore une fois, que ce soit ceux du département, ceux de la région, et il y a tout bord politique confondu au sein du syndicat mixte de l'aéroport Limoges-Bellegarde, parce qu'il nous arrive quand même de travailler assez souvent et assez régulièrement. On n'arrive pas simplement à 15 jours d'une élection pour vous dire on est les plus beaux, on est les plus forts. Donc sur l'aéroport de Limoges, je peux vous dire qu'on est tous à pied d'œuvre pour faire
faire en sorte que notre aéroport non seulement soit sauvé, mais se pérennise, qu'il y ait un meilleur trafic et des meilleures voies de liaison entre Paris et Limoges et entre Paris et Lyon. Parce que pour nous, c'est un rayonnement de Limoges qui se joue et certains grands groupes industriels qui sont encore présents sur notre territoire ont un besoin vital sur cet aéroport. Pour revenir à l'éolien, il y a éolien et éolien. Il y a des projets éoliens qui ont été soutenus par la population et soutenus par les élus parce que les retombées de ces parcs éoliens, qui sont des parcs éoliens mesurés et raisonnés et raisonnables, servent l'intérêt collectif. C'est le cas typiquement d'un parc éolien sur le nord de Vienne, du côté du Dora, qui sert à financer une école. Les retombées servent à financer une école. Et puis, il y a les grands projets éoliens qui visent à implanter des éoliennes partout, qui ne servent uniquement que des profits privés. Pour cela, je suis totalement opposé à ce genre de projet. Et il n'y en a pas sur notre Moi, je vous parlais des département. implantations massives, effectivement, de ce type de projet, quoi. Pas de parc éolien donc dans le nord de la Haute-Vienne, mais des projets. Donc, et on sait que les projets éoliens, c'est très long à voir le jour. Merci d'être avec nous sur France 3 Limousin, lieu du débat lors de ces élections législatives du 11 et 18 juin. On est ensemble pendant 1 heure. Il nous reste 5 minutes d'émission avec une partie des candidats qui sont en liste sur la 3e circonscription de la Haute-Vienne. Un mot sur la moralisation de la vie publique. Une loi présentée la semaine dernière par François Bayrou, rebaptisée loi sur la restauration de la confiance dans notre vie démocratique. Suppression de la Cour de justice de la République, interdiction pour les élus de cumuler 3 mandats successifs au niveau national comme local, interdiction de recruter des membres de vos familles respectives si vous êtes élus. Il faudra également fournir des justificatifs. Alors je ne vais pas demander qui est pour. Est-ce que quelqu'un est contre ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a dedans l'obligation d'assister aux commissions pour lesquelles nous sommes élus ? Je ne l'ai pas vu. Non, parce que ça pourrait être intéressant. Voilà, non, c'est juste pour dire. À l'Assemblée nationale, sachez que les commissions pour lesquelles vous êtes désignés, vous avez obligation de signer et que la présence est répertoriée. Très bien, mais je ne parlais pas du tout pour vous. Vous savez que dans notre programme... On a vu des députés signer, ressortir rapidement après. C'est arrivé, il y a des exemples assez fameux. Vous parliez de moralisation, en tant que députée sortante, est-ce que vous pensez que là, ça va vraiment assainir, que c'est fini l'ère des scandales? Et est-ce que vous fournirez vos justificatifs de repas mes collègues, Catherine Bobati, vous êtes la sortante. Je suis sortante et je n'ai pas de problème avec la façon dont j'ai géré mon mandat. Moi, je suis assez favorable à la moralisation de la vie politique. Pour répondre à mon voisin, j'ai anticipé la loi. En 2012, quand j'ai été élue, j'ai rendu mon mandat j'ai rendu ma délégation d'adjointe au maire et je n'ai pas cumulé les mandats. Donc ça, c'est important. Et je pense... Vous pensez que ça va dans le bon sens? Vous me demandiez, pardon, vous me demandiez si vous pensez que ça va assainir les choses. Oui. Je le souhaite, et je souhaite que les sanctions tombent lorsqu'il y aura des élus qui auront dérogé à la règle. Alors, et à la loi. Nous, dans notre programme, il y a donc la révocabilité des élus. Si on ne fait pas notre travail, on est révocable. Le non-cumul des mandats est inscrit dedans. Nous avons toute une série de mesures dans le chapitre 6e République. Parce que nous sommes également favorables. Bien sûr, je sais, c'est très bien. Elle est très bien, cette loi. Elle est très bien. Mais nous souhaitons aller plus loin également. Donc, voilà. François Barouin a beaucoup critiqué cette proposition de loi. Sur la forme et sur le fond, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à redire. Est-ce que vous trouvez des choses à redire ou est-ce que pour vous, pareil, ça va dans le bon sens? Plus de transparence? Pas trop suivi ce qu'a dit mon ami Barouin sur le sujet, mais je crois que vous savez, tout le monde ne peut que se féliciter de cette loi de moralisation. Après, il faut faire très attention au contenu, parce que sur les 3 mandats consécutifs, vous savez, en Russie aussi, c'est interdit. Donc un coup, c'était Poutine, un coup, c'était Medvedev, un coup, c'était Poutine, un coup, c'était Medvedev. Donc il faut faire attention à cette notion de mandat exécutif. Pour ma part, et je vous le redis, je sais que ce n'est pas à la mode et que ce n'est pas très politiquement correct, mais je n'étais pas favorable au non-cumul des mandats sur des maires de taille de ville moyenne, avec une fonction de parlementaire. Interdire au mois de septembre à Jean-Marc Gabouty, maire de Couzex, d'être à la fois maire et sénateur, je trouve que ça n'a pas de sens. Parce qu'on va créer des parlementaires totalement hors sol, totalement déconnectés des problématiques du territoire, et on éloigne quelque part, encore une fois, le citoyen du centre de décision. Et ça, je ne trouve pas ça terrible. Il nous reste 30 secondes. Madame Magne, sur cette question de la moralisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Guérin. Moi, je suis vraiment favorable à cette loi sur la moralisation de la vie politique, et je pense qu'un député doit se consacrer à son mandat, un parlementaire doit se consacrer à son mandat, et ça ne l'empêchera pas d'être présent sur le terrain. Monsieur Gérard, c'est la fin des scandales à répétition? Oui, non, mais il y a des choses à faire, évidemment, il y a des choses à voir.
Il y a eu des abus, tout le monde en a profité. Nous, on n'a jamais été, si vous voulez, aux manettes, donc on n'a pas de problème. Tout le monde. On ne va pas lancer le débat maintenant, on n'a plus le temps. Non, mais je ne parle pas du tout des gens qui sont ici présents, hein, pas du tout, absolument pas. Mais non, il y a beaucoup de politiques qui en ont profité, donc il y a du ménage à faire. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus que les élus soient complètement déconnectés du terrain. Et le fait d'être conseiller municipal d'opposition, par exemple, peut être tout à fait compatible avec le fait des députés. Une chose extraordinaire, Guillaume Garand, on n'a plus le temps, c'est supprimé. Et ça va éviter tout clientélisme, c'est absolument formidable. C'est la fin de ce débat. Avant de se quitter, je vous invite à prendre connaissance de l'identité des autres candidats en lice sur cette 3e circonscription. Il y en a 11 au total. Pour Debout la France, Christophe Julia. Pour le Parti animaliste, Amandine Casgrain. Pour Europe Écologie Les Verts, Marcel Bail. Pour le Parti communiste et la DS, Isabelle Couturier. Pour Lutte ouvrière, Daniel Mournetas. Pour l'Union populaire républicaine, Isabelle Falipou. Merci d'avoir accepté notre invitation à toutes et à tous. Premier tour des élections législatives ce dimanche. Prochain débat entre les deux tours mercredi prochain. Tous nos débats sont à retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. Excellente soirée sur France 3.